Les Audacieuses, c'est le premier podcast société de Podcasters Media. Il recueille les confidences de femmes de tous âges, de toute culture, de tout milieu, qui un jour ont osé. Alors ces femmes audacieuses, je les invite à mon micro. Je suis Carole Renucci, journaliste, et pour moi aussi, l'audace est un carburant. J'étais enseignante à la campagne, dans les banlieues, dans le 20e arrondissement de Paris, puis rédactrice en chef d'Enfants Magazine, avant de devenir directrice de Notre Temps, le premier magazine français avec ses 5 millions de lecteurs. Aujourd'hui, je dirige Podcasters Media, j'anime le podcast Les Audacieuses et je suis surtout très fière et très heureuse de vous retrouver tous les 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. Alice de Maximi est biologiste de formation. Alice n'avait jamais imaginé qu'elle deviendrait un jour start-upeuse. Start-upeuse dans la tech. Et avec un objectif, celui de mieux communiquer en santé. Alors ça, c'est vraiment un sujet d'actualité. Ce qu'Alice ne savait surtout pas, c'est qu'elle allait devoir faire preuve d'une sacrée audace. On l'écoute. C'est quoi pour vous, Alice, l'audace ? Pour moi, l'audace, c'est de faire le premier pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me coûte énormément de faire le premier pas dans tout. Voilà. Et donc, pour moi, être audacieuse, c'est faire ce premier pas. Est-ce que vous êtes une audacieuse dans l'âme ? Ah oui, clairement. On a une devise dans ma famille qui est... alors, je vais la déformer parce que je la connais pas par cœur, mais avoir peur peut-être, mais reculer jamais. Voilà. Donc, oui, je suis une audacieuse. Il y a une espèce de tradition dans la famille de courage, de dépassement de soi. Et le fait d'avoir peur, c'est pas grave, mais ça justifie pas de pas y aller. Donc c'est ça l'audace pour vous, c'est y aller quoi qu'il arrive. On doit être dans une dynamique de construction, c'est ça votre point de vue ? Alors, il y a plusieurs points de vue. Moi, j'ai besoin de changer tout le temps, donc si on a besoin de changer tout le temps, on est obligé de faire des pas en avant, hein. Ça, c'est clairement obligatoire. J'ai toujours été comme ça, c'est-à-dire que comme je m'ennuie très vite, il faut toujours que j'aille ailleurs et donc que je fasse ces premiers pas. Mais je ne cache pas que ça me coûte une énergie folle de faire ce premier pas. Mais que ce soit dans les relations humaines, c'est très difficile pour moi de faire ce premier pas. Et pourtant, tout le monde pense que je le fais ultra facilement puisque mon métier, c'est de mettre en lien les gens, en fait. Mais non, 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 non. Par contre, si on vient me voir, alors là, j'accueille à bras ouverts. C'est très étonnant, pourtant, mais c'est la vérité. C'est peut-être une peur aussi de pas être en face de la personne, ce qu'elle attend de nous, donc avec un besoin de reconnaissance très fort aussi, peut-être. Est-ce que vous avez peur de l'échec, Alice ? Mais j'ai terriblement peur de l'échec. Terriblement. Je n'ai peur que de ça. D'ailleurs, je ne me serais jamais lancée dans les startups, jamais, si j'avais pas eu ce qu'on appelle un Possible Camp, qu'organise un incubateur qui aide les femmes dans la tech, qui s'appelle Willa. Ce Possible Camp, on est en immersion pendant 3 jours avec 20 autres femmes qui ont des idées de projets. Et la première chose qu'on nous pose, c'est de quoi vous avez peur, et on note les trois choses dont on a peur sur un papier anonyme, et on lit le papier de quelqu'un qu'on pioche. Donc en plus, c'est vraiment anonyme. Et il n'y a pas une seule des femmes présentes qui n'avait pas mis la peur de l'échec, la peur de rater. Déjà, quand on voit que les autres sont comme nous, ça nous soulage, mais terriblement. Et le deuxième travail, c'est OK, vous vous plantez, qu'est-ce qui se passe? Et ça m'a libérée. Et je me suis pris plein de gamelles dans ma vie. On s'en remet, mais c'est dur quand même, de demander la poussière, de devoir pousser sur les brins pour se redresser, mettre le genou à terre, puis le pied qu'on plie et sur lequel on pousse pour tendre les jambes et se remettre debout. Cette phase-là, elle est dure. Alors racontez-nous un peu votre parcours, Alice, parce que là vous nous avez mis en appétit, maintenant on a envie de savoir ce que vous faites et notamment quelle est votre dernière audace. La dernière audace que j'ai faite, c'est évidemment de monter ma start-up. Mais dans la start-up en soi, j'ai plein d'audaces tous les jours. Alors la start-up, c'est quoi? Je suis à la base, j'ai fait des études de biologie moléculaire. J'ai rendu ma bourse de thèse pour aller faire
1 an dans une école de commerce, un master spécialisé en marketing. Donc je fais partie de ces gens qui ont eu une bourse de thèse et qui l'ont rendue. Je ne sais pas si vous voyez un peu le scandale que ça a fait, parce que je me voyais pas faire de la paillasse toute la journée, en biologie moléculaire et pourtant j'avais publié 2 articles en débat. Donc rétrospectivement, c'était vraiment effectivement, c'était de l'audace de finalement accepter de dire non à une voie pour laquelle j'allais travailler pendant 5 ans, hein, finalement. Et j'ai découvert le monde effectivement dans ce master de marketing. J'ai découvert qu'on nous manipulait aussi beaucoup par les messages et moi j'étais née dans l'ADN mitochondrial ou dans le cancer du sein, dans un gène, chez la souris. Vraiment la manipulation des masses, par le verbe, je ne le connaissais pas. Je connaissais pas ça du tout. Ça m'a pas forcément tellement plu, mais au moins j'ai découvert le monde qui m'entourait et je suis peut-être devenue à ce moment-là adulte, en fait. Et après, je suis partie faire 3 ans de conseil dans le domaine des biotech et de la santé. J'en suis partie parce que j'avais un besoin d'intérêt général depuis toujours, hein. On ne fait pas de la recherche fondamentale, pour pas revenir à un moment dans l'intérêt général, j'y crois pas une seule seconde et je suis restée 7 ans à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, où j'ai coordonné des programmes nationaux de prévention en santé et où j'ai monté et coordonné les urgences sanitaires majeures, et où j'ai, créé, évidemment avec un énorme groupe de travail interministériel, les outils de prévention en cas de pandémie grippale, de grand froid, de très grand froid, d'inondations majeures, enfin toutes les catastrophes, qu'on pouvait avoir, de risques nucléaires, radiologiques, bactériologiques et cetera. Et ça a été un moment où je me suis sentie, super utile, vivante, et performante. Et je pense que j'étais fait pour ce poste, en fait. Et je pense que Philippe Lamoureux, qui était le DG de l'INPES, qui m'a donné ce poste, a eu raison de me choisir à l'époque, même si j'étais jeune. J'étais la personne pour ce poste rétrospectivement. Pardon Alice, Comment? vous aviez quel âge à ce moment-là? Quand vous avez été choisie? J'avais, 32 ans, 31 ans. Je suis allée à Washington, j'ai eu, mon petit fanion française, à la table des communicants de crise, enfin voilà, espèce de fierté énorme de représenter la France, de la co-représenter avec le directeur de la communication du ministère de la Santé. Donc quelque chose vraiment d'énorme. Je trouve, une opportunité fantastique. Et vraiment, hein, je pense que j'étais ultra sérieuse et je pense qu'ils avaient vraiment raison de me donner ce poste-là. Et je pense que j'étais la personne pour ça. Voilà, ça c'était même pas de l'audace pour moi parce que pour le coup, ça m'a rien coûté. C'était logique, c'était peut-être pas évident et pas facile, hein, j'entends bien, mais il y a une vraie logique dans tout votre parcours jusque-là. C'est ça. C'est vrai que c'était logique, puis la double formation aidait beaucoup. Mais il y a un endroit où j'étais quand même assez nulle, c'était la politique. Et le DG de l'époque m'a dit: «Écoutez Alice, je vous donne ce poste parce que techniquement, j'ai vraiment rien à vous apprendre, mais alors politiquement, qu'est-ce que vous êtes nuls. Donc vous allez venir avec moi au cabinet ministériel en réunion. Vous allez vous taire, vous allez écouter, puis quand on reviendra en métro, parce que je vous fais un retour sur pourquoi j'ai dit ça, comment je l'ai dit, et cetera, et les enjeux qu'il y a derrière». Et j'ai appris la politique, grâce à Philippe Lamoureux, qui est en fait mon papa professionnel et qui m'a beaucoup aidée. Et puis, ça, c'est une chance inouïe. Et puis, au bout de 7 ans, il faut quitter le berceau, hein. Puis, il y avait eu des changements de gouvernance, et cetera. Et les ARS, agences régionales de santé, se créaient. Et Claude Évin prenait la tête de l'Agence régionale de santé d'Île-de-France et j'ai fait une candidature spontanée parce qu'il cherchait quelqu'un pour monter le département communication de l'agence, communication interne comme communication externe. J'ai été sélectionnée, j'ai pris le poste. Et en fait, j'étais tellement impressionnée de rencontrer Claude Évin parce que j'étais une actrice de santé publique. Pourtant, j'avais vu passer des ministres, mais j'étais une actrice de santé publique et Claude Évin avait passé cette fameuse loi tabac, alcool, qui allait à l'encontre des lobbying, finalement quand même, avec des lobbying assez puissants. Donc les acteurs de santé publique sont pleins d'admiration, surtout quand on fait de la prévention en santé, pour Claude Évin. Donc j'ai monté le département, j'ai beaucoup travaillé, j'ai pas vu les 3 enfants que j'avais, assez. Puis mon mari m'a tendu un contrat génial pour lui aux Émirats. J'étais épuisée, j'avais besoin de voir les enfants aussi, d'être avec eux et je lui ai dit: «OK, on y va» et donc on est partis en décembre, vivre à Dubaï pour normalement 3 ans et j'y suis finalement restée 2 ans. Et je me disais: «Je vais enfin pouvoir faire ce dont je rêve, c'est-à-dire être avec les enfants et écrire des romans, d'heroic fantasy pour les enfants». Et en fait, je l'ai fait et puis au bout de 3 mois, je tournais comme un lion en cage et donc je suis allée voir l'école. Je leur ai dit: «Vous avez pas un boulot pour moi?» Voilà, parce que je voulais
pas recommencer un travail qui était très prenant. Je voulais être avec les enfants. Puis à Dubaï, l'école finit à 13h. Le système de garde, il y a pas un système de garde des enfants avec des jeunes filles au pair qui sont jeunes, qui peuvent leur faire leurs devoirs, et cetera. Il y a pas du tout ça, c'est pas un fonctionnement comme ça. Et donc je voulais que ce soit moi qui puisse leur faire leurs devoirs, et cetera, pour qu'ils aient une scolarité qui se passe bien. Et du coup, je pouvais pas prendre un job à temps plein. Et du coup, puis c'était dur pour eux, donc je voulais être avec eux. Et en fait, je leur ai demandé donc s'ils avaient pas un job pour moi, puisque aller à l'école ou au lycée, ça voulait dire avoir les cours adaptés avec les mêmes horaires. Et je pouvais travailler de la maison, mais au moins j'étais présente. Et puis ils m'ont dit, mais on n'a pas de job pour vous. Puis vous avez vu votre CV, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de vous? Je leur dis, mais moi je prends ce que vous avez. Et en fait, ils m'ont dit très bien, stage non rémunéré d'assistante maternelle. Vous faites une semaine dans chacune des classes, petite, moyenne et grande section. Et vous apprenez, puis après on voit si jamais il y a quelque chose qui se libère, on vous prendra. Mais d'abord, vous allez en stage apprendre un peu ce que c'est que l'éducation des petits. Et donc, je me suis retrouvée assistante maternelle en petite, moyenne et grande section, non rémunérée, à apprendre ce que c'était que le monde de la petite enfance. Je me suis éclatée, en fait. Je trouvais ça super. Fallait juste, beaucoup de gens m'ont dit: «Mais comment tu as fait pour faire ça, pour accepter ça?» Mais je crois que les gens comprennent pas. J'étais dans un apprentissage, j'avais des maîtresses fantastiques qui m'expliquaient leur métier, leur boulot, qui m'expliquaient le fonctionnement de la petite enfance, des regroupements, à bien observer, un enfant qui apprend, qui passe du manuel au stylo, un enfant qui a plus de difficultés, un enfant qui est dans la détresse, et cetera. C'était fantastique, mais quelle chance! Et en plus, j'avais une belle-mère qui a eu les palmes académiques et qui était directrice d'école au Maroc et qui m'a formée par Skype, en version accélérée tous les soirs pendant 1 heure. Et puis il y a une maîtresse qui était enceinte et qui a eu un accouchement, prématuré et en fait, ils m'ont appelée, à 7h30 du matin en me disant: «Est-ce que tu peux prendre la classe de grande section, à 8h?» Et j'ai dit: «OK» et donc j'ai été maîtresse d'une classe de grande section, pendant 3 mois aux Émirats arabes unis, à l'école française. Vous vous en parlez beaucoup et avec, beaucoup d'attachement de cette période. On a quand même très envie de savoir ce qui s'est passé après. Alors après, très vite, je suis devenue prof de sciences au lycée français parce que ça correspondait quand même plus à mon CV, l'année d'après. Puis je suis rentrée en Europe, au Luxembourg. On devait monter, une grosse boîte avec mon mari. Je devais m'en prendre la direction marketing et ça s'est pas fait. Du coup, j'ai passé des concours de la Commission européenne, et j'étais prof au lycée français de maths à ce moment-là. Et cette sélection de la Commission européenne m'a donné un poste qui était, en charge de la communication, sur le programme, de santé de l'Union européenne. Donc j'étais complètement dans mon créneau et donc je revenais à ma carrière professionnelle. Et puis, j'ai voulu rentrer en France pour plusieurs raisons. D'abord parce que j'avais envie de rentrer à la maison, ensuite parce que ma fille aînée avait un super lycée parisien et du coup, on est rentrés et là, j'ai eu l'idée, de la start-up Ashkind. À tous les postes de communication que j'ai eus dans la santé, je me suis rendu compte qu'il y avait des initiatives et des actions de terrain exceptionnelles qui pouvaient être reprises par d'autres, amplifiées par d'autres, multipliées sur le territoire, mais que personne n'était au courant de ces initiatives et qu'à la rigueur, dans un colloque, si la personne faisait une présentation pour laquelle elle bossait pendant 1 semaine pour faire un PowerPoint de 10 minutes, on pouvait savoir que cette, initiative existait et discuter avec la personne, mais c'est tout. Et ça, c'était généralisé dans l'ensemble de mes postes. Et en fait, un matin, je me suis réveillée en disant: «Faut qu'on arrête de mal communiquer en santé, parce qu'on communique mal». Et on communique mal, pourquoi? Parce qu'on fait ce qu'on appelle du top down, on fait de l'information descendante, alors que les acteurs de terrain, ils sont en mode collaboratif. Donc on n'est pas adapté à leur mode de collaboration. Ensuite, c'est toujours l'institution qui annonce quelque chose et ce qui intéresse les gens, c'est le quelque chose et c'est pas le fait qu'on annonce quelque chose. Ensuite, les gens veulent pouvoir discuter entre eux directement, sans attendre, mais discuter entre eux, ça veut pas dire discuter avec la chargée de communication qui a posté le communiqué de presse. Ça veut dire discuter avec le porteur du projet directement pour pouvoir avoir plus d'infos, monter des partenariats, s'en inspirer, enfin bref, pouvoir agir. Quand on a de l'information en ligne, elle est 10 fois trop longue. Enfin voilà, si jamais on la trouve et puis alors, si on n'est pas du tout au courant que le projet ou l'initiative de santé existe, on la trouvera jamais, quoi. Donc ça va pas, ça n'allait pas et donc en fait, ça c'est une méthode un peu Commission européenne, mais on a cet arbre à problème et puis on fait le miroir. C'est-à-dire que, il faut pas annoncer, il faut le quoi, il faut contacter directement le porteur du projet, il faut pas que ce soit du top down, mais il faut que ce soit
et c'est une expression que j'ai empruntée à quelqu'un, du bottom to bottom, c'est-à-dire de pair à pair sur le terrain. Il faut que ce soit court, on n'a pas besoin de beaucoup d'informations. Quand on choisit quelqu'un sur une application de rencontre, on a 5 critères avant de savoir si on veut discuter avec cette personne. Eh ben, quand on est acteur de santé dans son domaine, on sait très vite si une initiative nous intéresse ou pas. Voilà, donc tout ça, ça n'existait pas. Et puis, on veut pas avoir à chercher non plus. Il faut que ça vienne tout seul en fonction de nos centres d'intérêt. Donc, on a un arbre à problème, on fait l'arbre à solution que je viens de vous exposer. Et là, je me retrouve avec ça et je me dis, mais je fais quoi de ça? Ben voilà, je fais quoi de ça? Et puis, c'est là que je vais faire un possible camp en disant, bah, moi, je veux faire, et pardon, je vais citer une marque, je sais pas si j'ai le droit, je vais faire le Tinder de la santé. Et là, on me répond, j'ai absolument rien compris à ce que tu me dis. Et là, je me dis: «Merde, je suis vraiment mal, je suis mal» et on m'explique, pour une start-up, il faut un pitch, un truc que je connaissais pas du tout. Faut pas oublier que moi, j'ai une administration française et que j'étais instite, quoi. Donc voilà, il faut quand même, juste situer les choses et je me suis dit: «Bah, je suis mal» et puis le premier jour du Possible Camp, justement, dont j'ai parlé tout à l'heure, je me dis: «Bah, je suis pas du tout faite pour être entrepreneuse». En plus, ils arrêtaient pas de nous dire: «Faut trouver un moyen de gagner de l'argent» et moi, je voulais juste que les gens partagent leurs initiatives en mode gratuit et donc on me disait: «Non, bah, il faut que tu fasses payer parce qu'il y a une valeur pour eux de partager». Je leur disais: «Bah, non, mais vous connaissez pas la santé, personne payera pour un truc pareil hein, et ils vont l'utiliser, oui, mais ils ne payeront pas». Donc voilà et en fait, on a trouvé un espèce de business model qui est archi faux, hein, qui existe qui est pas du tout le mot en vrai, et puis j'ai fait un pitch en disant que ma valeur, bah, ce serait, toute de connaître tous les projets, toutes les initiatives qui existent. Ce qui est vrai, hein, c'est une vraie valeur en vrai. Après je sais pas si elle est monnayable, mais en tout cas je l'ai et j'ai gagné. J'ai gagné et Contrex m'a payé 8 mois d'incubation. Mais là, faut choisir et là il faut faire ce fameux pas. Et ce fameux pas, ça a été de dire à la Commission européenne, pour laquelle je devais, valider des années pour être dans un process de pérennisation de mon job. J'ai dit: «Bah, je pérennise pas le job» et donc j'ai choisi de pas pérenniser un poste à la Commission européenne. Voilà, ça c'est de l'audace. Ça c'est sûr, oui. C'est une belle prise de risque, on va dire. Ah oui, énorme, mais presque inconsciente, je pense. Mais bon, il y a un moment où, soit on fait le choix, d'avoir un confort, heu et de pas être dans le sentiment de la construction de quelque chose et de participer à quelque chose de bien. Soit on franchit une étape et on y va quoi, en se disant, «C'est ce que j'ai envie de faire et je pense que ça peut changer le paysage, et le paradigme de la communication santé» et j'y vais. Alors vous avez des convictions, vous avez une vraie énergie, ça c'est une certitude. Vous en êtes où aujourd'hui par rapport à ce projet? Bah, l'application existe, hein, c'est, ce qu'on appelle une progressive web app. Alors ça, c'est un jargon, technique donc que j'ai appris, hein, du coup, hein, parce que je venais pas de la tech. Donc c'est à la fois une plateforme et à la fois une application et vous pouvez y aller app.hkind.co et vous déposez votre initiative ou votre solution en santé. C'est en accès libre et c'est gratuit. Donc elle existe, on a 500 projets déposés dessus. On l'a ouverte pour, covid en rajoutant des thématiques, Covid, pour que les gens puissent partager et donc Hashkind existe, cette application existe et tous les jours, on met en lumière dans les réseaux sociaux une initiative qui est déposée, sur, l'appli, pour permettre, à plein de gens, de réutiliser, ces solutions ou de contacter les porteurs de projets. Donc ça marche, c'est doux, c'est long, c'est difficile, mais il n'y a plus aucun doute que c'est ce qu'il faut faire dans la communication santé, c'est-à-dire un partage organisé des solutions et des initiatives, donc de passer par le faire et de façon intelligente. Ça, c'est évident que la communication doit se faire comme ça et en plus, on est démocratique. Alors, ce faisant, les gens sont venus me voir en disant: «Bah, moi, je veux un Hashkind en mode, fermé» et moi, j'avais envie d'ouvrir la santé, de tout décloisonner, donc ça me gênait et je voulais pas aller dans ce business model-là et en fait, j'ai eu tellement de demandes que, je fais ça. Donc en fait, je fais quoi précisément? C'est plus d'1 an de développement, cette technologie. Elle est codée en France, donc il y a un petit label qui dit «Coded with love in France», donc c'est exactement ce qui se passe pour nous. Et en fait, on met à disposition cette technologie. Alors, on va imaginer qu'on est une usine, de fabrication de voitures et qu'on a un modèle de voiture qui est super, mais qui est de base. Donc ça, c'est le Hashkind ouvert gratuit, qui a pas toutes les fonctionnalités, tous les visuels et cetera et on va imaginer que quelqu'un me dit: «Bah, moi, je veux une autre voiture rien que pour moi
Et puis, je veux caler les vitres électriques, un moteur plus puissant, je veux pouvoir téléphoner en Bluetooth dans ma voiture, etc., etc. Et donc, on va prendre nos technologies, on va la copier, on va la cloner, donc on revient à la biologie, mais dans le dev, on va l'héberger dans un nouvel hébergeur. Donc, on va faire une nouvelle progressive web app, une nouvelle plateforme, une nouvelle app. On va la mettre à la marque du client, mais toujours avec un petit by Ashkind derrière. C'est une marque grise, comme on appelle ça. Et on va lui créer sa propre plateforme de partage et d'échange de solutions et d'initiatives. Et là, il va pouvoir le faire dans le domaine qu'il le souhaite. En théorie, je pourrais même faire, si on reprend l'image de la voiture, de cette usine, je pourrais même faire un Ashkind qui parle de voiture, si je voulais. Parce qu'on peut modifier complètement l'arborescence de notre technologie, mais on garde derrière les algorithmes qui font remonter les projets dans les centres d'intérêt de chacun. Donc en fait, là, on a eu 4 clients cette année, donc je suis très fière. Un énorme laboratoire pharmaceutique américain. Il a fallu 4 mois pour montrer qu'on était compliant et low risk en termes de tech. On a une ARS, l'ARS Grand Est. On a aussi une association Union régionale des professionnels de santé, et puis on a 3 fédérations hospitalières régionales qui organisent une grande journée d'idéation pour les soignants dans leurs hôpitaux et qui ont pris Ashkind pour pouvoir justement voir tous les projets et toutes les idées qui remontent du terrain. Donc en fait, finalement, cette plateforme qui était une plateforme dédiée au partage des initiatives ouvertes, gratuites, en mode accès, donc une révolution dans la communication, est aussi devenue une sorte de réseau social basé sur le faire, privé, pour que des réseaux puissent échanger entre eux leurs protocoles, leurs initiatives, leurs solutions, se contacter, que ce soit des pharmaciens hospitaliers, des oncologues, etc., mais des communautés qui ont enfin trouvé un moyen d'échanger entre eux de façon ultra simple. Et en fait, c'est ça qu'on fait. C'est qu'on permet à des communautés soit de se créer parce qu'elles n'existent pas et on aide à l'animation, soit d'échanger entre elles autrement que par des colloques ou des événements qui finalement sont uniquement annuels, mais de manière instantanée. Alors quand on vous écoute, on se dit que c'est pourquoi n'y avait-on pas pensé plus tôt? Ça semble tellement marqué du sceau de l'évidence ce que vous nous racontez là. Vous me parlez de réseau, vous me parlez de communauté. J'aimerais qu'on prenne un tout petit peu de temps pour parler de ce fameux réseau de femmes de santé que vous avez monté. Alors en parallèle, je ne sais pas, mais parlez-nous de cette histoire-là aussi, elle est intéressante. Femmes de santé, c'est au début, quand on crée une start-up, on est hyper briefé en disant, il faut que tu aies un minimal viable product, un MVP, comme ils disent en jargon start-upien. Et en fait, pour avoir ce MVP, c'était une newsletter, moi. Et dans cette newsletter, en fait, je testais le fait d'écrire un contenu très court dans la santé, parce que même ça n'existait pas. Et en fait, j'avais un taux d'ouverture de clic de cette newsletter hyper élevé. Le fait que ce soit des initiatives d'un peu partout, un peu étranges, les gens trouvaient ça super. Enfin voilà. Donc cette newsletter était un vrai succès. Et je me rendais compte que les initiatives portées par des femmes, d'abord, il y en avait très peu qui étaient mises en avant, et que les femmes se mettaient pas elles-mêmes en avant. Et comme j'étais dans un incubateur en plus qui aidait les femmes dans la tech, on est très peu nombreuses, start-upeuses dans la tech, voilà, c'est catastrophique. Start-upeuses dans la santé aussi, donc là je cumule deux points très très bas dans les statistiques. Je me suis dit, je vais mettre en lumière les femmes qui ont réalisé des initiatives ou des solutions utiles en santé. Donc voilà, c'est vraiment, je reste toujours sur cette notion de faire des choses utiles. Et puis, je prévois de faire un livre blanc en me disant, je vais faire des interviews, puis un livre blanc, et comme ça, on va les faire connaître. Et de poster ça sur les réseaux sociaux. Et puis, le coordonnateur d'une école du digital qui s'appelle Éthique de Montreuil m'appelle en disant, t'as pas un projet, j'étais intervenante là-bas, donc on se connaissait, t'as pas un projet Tech for Good, puisqu'il savait que j'étais dedans, à me soumettre pour les étudiants de 2e année de l'école. Et je lui dis, j'ai un projet for good, mais il n'est pas tech. Je veux faire un livre blanc pour mettre en lumière des femmes qui ont des initiatives utiles en santé, elles et leurs initiatives. Et il me répond, OK, on te le prend, on te le rend tech avec les 2e années. Et ça a été un projet de 5 mois quand même, où j'étais très souvent avec les élèves, 5 élèves. Et en fait, c'est devenu un site internet. Au lieu d'être un livre blanc d'interviews écrites, c'est devenu
13 films de 13 femmes, 13 interviews audiovisuelles de ces femmes. Donc juste pour situer, un budget égale 0. Parce que moi, j'ai lancé Ashcan avec un capital de 10 000 € quand même, hein, donc faut y aller aussi, hein. Ça aussi, c'est de l'audace, hein, de dire: «Je lance ma boîte avec 10 000 € et j'ai de la tech à faire, un premier devis, pour une première application un peu nulle, 150 000 €», je me disais: «Je vais jamais y arriver», hein, donc ça, faut se rendre compte de ça. Donc on y va, je prête mon appartement pour le tournage, ils prennent le matériel de l'école, et je fais venir des femmes, mais des femmes quand même exceptionnelles quand j'y pense. J'ai quand même eu la personne qui a créé la base de données des maladies rares qui s'appelle Orphanet et grâce à qui des milliers d'enfants avec des maladies rares vivent. Enfin, faut juste situer. J'ai eu, une présidente de laboratoire pharmaceutique. J'ai eu une femme, qui est une sage-femme et infirmière, qui était infirmière sur le terrain pendant la grande famine d'Éthiopie, la fameuse où on a fait, cette fameuse chanson «We are the world», qu'on a tous entendue quand on était gamin. Donc j'ai eu des femmes comme ça sur mon canapé, avec, ma petite fille qui passait, le chat qui était là, les élèves qui étaient en chaussettes parce qu'on voulait pas tout dégueulasser. Enfin, c'était ça, hein, la première mouture de femme de santé. Avec Orange Healthcare, Emmanuelle Pierga, qui était la DIRCOM à l'époque, qui me dit: «Moi, je crois dans votre projet», alors que c'était juste un livre blanc au départ. «Je viens avec vous, je vous aide d'une façon ou d'une autre», et puis elle me dit: «Bah, je vous prête une salle qui donne sur l'Opéra de Paris, mais il y a pas de chaises. Et on va faire un événement là-bas». Et je me dis: «Mais qu'est-ce que je vais faire d'une salle sans chaises?» Je me renseigne sur la location des chaises, 1 000 € pour louer des chaises. Je me dis: «J'ai pas 1 000 € à mettre là-dedans». On paye pas, hein, capital 10 000 €, je me payais pas. Et je me dis: «Bah non, je fais pas». Puis on va voir la salle et en fait, c'était un appartement de 400 mètres carrés, avec des écrans incrustés dans les murs, et donc ça voulait dire écran incrusté dans les murs, film tout de suite, expo audiovisuelle. Enfin, forcément, on se dit ça. Et donc je lance ça. La région Île-de-France entend parler, de femmes de santé. J'étais venue leur présenter Ashkind et en fait, ils m'ont aidée sur femmes de santé. C'est toujours comme ça d'ailleurs, il faut que je me pose des questions. Et ils me disent: «On vous aide», et Valérie Pécresse entend parler du projet et dit: «Moi je trouve ça génial, je fais une allocution audiovisuelle pour soutenir l'événement». Et du coup, je me retrouve 2 jours avant avec un film qu'on m'envoie où il y a Valérie Pécresse qui dit: «Allez les filles! Allez les filles!» Voilà. Et je passe ça et donc on crée un collectif forcément parce qu'on se rend compte qu'il y a des vrais problèmes, que moi j'avais pas vus au départ. C'était il y a combien de temps, Alice, la création de Femmes de santé? Ah mais il y a même, bah là c'est la 2e année, donc il y a 2 ans. D'accord. OK, alors aujourd'hui, Femmes de santé, c'est quoi précisément? Ah, alors aujourd'hui, une femme de santé, c'est 400 femmes dans un collectif qui sont des femmes cooptées et qui doivent remplir un questionnaire dans lequel elles présentent leurs valeurs et elles nous disent ce qu'elles pensent apporter au collectif. Donc c'est très large comme personne qui rentre dans le collectif. On peut être étudiante, dans la santé, on peut être, professionnelle de santé, on peut être start-upeuse en santé, on peut être dans l'industrie pharma, on peut être à tous les niveaux hiérarchiques. On est 400. Les candidatures sont toutes lues, toutes discutées en comité, pour être sûr de prendre des gens qui vont pas faire du démarchage dans ce réseau. Le réseau, il a une raison d'être, c'est de nous entraider entre femmes de la santé et de faire en sorte qu'on soit mieux représentés à la fois dans les médias et à la fois dans les postes à responsabilité. Et évidemment, ce faisant, mais ça, ma boîte s'appelle Humankind, hein, quand même, Ashkind, c'est pour ça, c'est de remettre de l'humain au cœur du système de santé. De l'humain, ça veut pas dire: «Oh, on va mettre de l'humain, donc là, il faut mettre plus d'humain». Non, c'est: on va être plus humain, juste ça. Et ça, c'est bête, mais c'est des choses qu'on perdait de plus en plus. Donc juste dire les choses et puis dire quand c'est bien et puis être content de se voir et dire qu'on est content de se voir et discuter de projets qui sont bien et qui aident. Enfin voilà, c'est ça être plus humain. C'est tout simple, hein. Alors 2021, vous voyez ça comment vous? Ah 2021, belle année, mieux que 2020, ça c'est sûr. Alors je vois quoi? Je vois pour femmes de santé, tous les mois, des réunions où on a les trucs et astuces des femmes du réseau qui sont des pros dans la santé et qui aident les autres, à développer leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Donc ça, une fois par mois, 15 minutes et on repart avec plein de trucs pour nous aider. C'est aussi, 13 prochaines femmes, l'année prochaine mises en lumière, hein, comme chaque année. C'est, un grand événement en septembre ou octobre 2021. Je n'en dis pas plus, mais qui sera monté de façon collaborative par le collectif, avec le collectif,
pour le collectif, mais aussi pour toutes les femmes dans le secteur de la santé. C'est aussi des cafés gourmands où on fait venir des femmes influentes qui viennent nous parler de leur parcours et avec qui on peut discuter en direct. Donc ça, pour ça, on rêve que Covid s'en aille de la sphère professionnelle et personnelle et qu'on puisse enfin se retrouver. C'est le réseau fermé collaboratif d'entraide, c'est s'aider dans les médias et faire en sorte que les médias maintenant arrêtent de mettre sur le plateau toujours des hommes blancs, quinquagénaires. Pardon d'être aussi caricatural, mais c'est la vérité. Bien, bah, écoutez, voilà des jolis vœux bien formulés. Je vous remercie infiniment Alice pour, ce beau témoignage très construit et qui donne envie effectivement, qui donne des ailes quand même, il faut bien le dire. Alors à très bientôt Alice et merci encore pour ce beau témoignage. Merci d'avoir écouté avec nous ce nouveau numéro des Audacieuses. J'espère que vous avez passé un bon moment et que je vous retrouverai dans 15 jours pour une nouvelle vie et un nouveau défi. N'hésitez pas à vous abonner et même à nous mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez aussi découvrir ou redécouvrir toutes nos Audacieuses, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute de podcast et sur celle de podcastersmedia.com.